Bonsoir. À Témoin reçoit ce soir François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste français. Depuis 2 ans, celui qui fut le candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle française de 1965 est devenu le leader incontesté d'un parti socialiste rajeuni et dynamique. En mars, ce sont les socialistes qui ont remporté le plus de voix aux élections législatives françaises, même s'ils ont manqué la majorité. Et enfin, tous les sondages d'opinion placent François Mitterrand en tête des hommes politiques de l'opposition française et beaucoup d'observateurs voient en lui le candidat probable de la gauche à l'élection présidentielle de 1976. Alors, 7 mois après l'échec électoral du programme commun de la gauche en France, 1 mois après le renversement par un putsch militaire du président Allende au Chili, où va le socialisme français et que veut François Mitterrand, le seul leader socialiste français qui ait choisi de s'allier aux communistes pour conquérir le pouvoir? François Mitterrand, au mois de mars, la majorité des Français, une courte majorité, a repoussé le programme commun de la gauche. Alors aujourd'hui, 7 mois après, qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'il faudrait corriger un peu vos propos qui traduisent correctement la situation française, mais le vocabulaire risque d'égarer ceux qui nous écoutent. Peut-on dire que la France a repoussé le programme commun? Voici les chiffres. La gauche du programme commun a obtenu un peu plus de 10 millions de suffrages. Communistes, socialistes, radicaux de gauche, à peu près à égalité. La gauche gauchiste, ou bien indépendante du programme commun, environ 700 000 suffrages. Disons 11 millions, la gauche tout entière. La majorité actuelle, celle qui gouverne, celle de M. Mesmer, Pompidou, Giscard d'Estaing, 9,5 millions. La différence a été faite par les réformateurs, 3 millions. On peut donc dire que si l'on ajoute absolument tous les suffrages de la droite et du centre, 12,5 millions de voix, la gauche 11 millions. De telle sorte qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le Parti socialiste se trouve à un niveau que l'on ne peut exactement apprécier, mais qui marque que la démarche qui nous pousse à devenir, comme nous le souhaitons, dans l'intérêt de la gauche tout entière, le premier parti de France, est en train de s'accomplir. Au fond, on pourrait dire que si la gauche avait elle-même un attrait supérieur à celui qu'elle a, elle n'aurait aucune difficulté à l'emporter. Et pourquoi n'a-t-elle pas un attrait supérieur? Qu'est-ce qui limite cet attrait? C'est un certain nombre de thèmes historiquement très répandus et qui jouent encore sur la conscience publique et dont nous devons tenir compte. Il y a l'existence du Parti communiste qui représente 5 millions d'électeurs, un grand nombre de travailleurs et dont l'histoire est également bien connue depuis 1921. Qui se trouve c'est-à-dire la séparation entre les socialistes et les communistes. C'est cela. En 1921, un grand congrès, le congrès de Tours, a vu la scission du Parti socialiste. Et la majorité est allée à l'époque vers le Parti communiste, la minorité est allée vers la SFIO et vers Léon Blum. 15 ans plus tard, les rôles étaient renversés avec le gouvernement de Front populaire où les socialistes étaient redevenus les plus importants. Mais depuis 1946, le Parti communiste était redevenu le premier parti de la gauche jusqu'au moment que nous vivons. Et dans les milieux de la droite, dans le monde conservateur, et puis aussi dans beaucoup de milieux socialistes, les contradictions, les luttes sur le plan philosophique, sur le plan de l'explication générale du monde, des relations de l'individu dans la société, du citoyen dans l'État, du travailleur dans l'entreprise, faisaient qu'il y avait une sorte de divorce. Eh bien, nous vivons encore dans le souvenir, dans le fond de la conscience publique, dans le souvenir de ces grands débats. Et le Parti communiste est un grand parti qui voit se mobiliser contre lui des forces très importantes. Alors le Parti socialiste, là-dedans, lorsqu'il a voulu l'union de la gauche, a été surtout animé par le désir de réaliser la réconciliation et le rassemblement de toutes les masses, des forces populaires. Notre raisonnement est simple. Nous disons, voilà, le problème n'est pas d'abord un problème strictement politique parlementaire, c'est un problème sociologique. La majorité des Français vit d'une certaine façon, est dominée par certaines forces, se trouve à l'heure actuelle exploitée par un certain nombre de gens. Et ils sont pareils, que ce soit la classe moyenne appauvrie, que ce soit le prolétariat classique, que ce soit le prolétariat qui passe au niveau du secteur tertiaire,
il y a une majorité de Français dont le mode de vie, les conditions de vie, les difficultés, les inquiétudes sont les mêmes. Eh bien, cela fait une majorité virtuelle. Nous n'avons pas le droit de les diviser si nous voulons gagner la victoire politique. Alors justement, certains dirigeants du Parti communiste français laissent entendre depuis quelques semaines qu'il pourrait y avoir un changement de régime avant 1976, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle. N'est-ce pas, c'est une phrase qui a été exploitée par M. Pompidou, M. Mesmer, par en effet toute une partie de la presse. Elle n'a pas été niée. Et le problème est celui de son interprétation. Ce qui est vrai, c'est que presque toutes les législatures françaises depuis 25 ans, sous la 4e et sous la 5e République, ont été dissoutes par le pouvoir exécutif. Le général de Gaulle a dissous la législature de 1958. Il a dissous l'Assemblée législative de 1967, 2 fois. Monsieur Edgar Faure a dissous l'Assemblée de 1951. Enfin, je pourrais trouver bien d'autres exemples. Donc, il est vrai que sous la poussée des mouvements d'opinion, la plupart des législatures françaises ne sont pas arrivées à leur terme. Bon, quand Séguil constate et dit ça pourrait se passer comme ça en 1973, 14, 15 ou 16, et il dit quelque chose qui historiquement se trouve validé par la réalité historique de la France. Si cela représente, s'il s'agit d'une étude historique, il a 100 fois raison. C'est vrai, c'est pas contestable. Je le disais tout à l'heure. Mais M. Séguil n'est pas un historien. Non, mais s'il s'agit de dire que les forces françaises politiques peuvent être bousculées par l'incapacité d'un gouvernement qui créera une situation de tension, cela est une vérité d'évidence depuis 25 ans. Alors, en quoi est-ce que ça a quelque chose de scandaleux? S'il s'agit de dire, attention, nous allons tenter de renverser ce régime par les moyens de la violence, alors je dis, s'il l'a dit, il a eu tort. Plutôt s'il le pensait, il a eu tort de le dire. Et il a tort de le penser. Mais je ne crois pas que ce soit son véritable sentiment, si j'en crois à la fois les précisions qu'il a apportées et les déclarations de Georges Marchais. Il y a un autre point sur lequel on vous a fait reproche de vous allier avec les communistes, c'est la défense des libertés individuelles en France. Est-ce que certaines déclarations de M. Marchais concernant les écrivains soviétiques, et notamment Soljenitsyne, ne sont pas inquiétantes dans ce domaine? D'abord, n'est-ce pas, je voudrais bien que cette émission ne soit pas consacrée, comme cela arrive trop souvent, mais alors je m'y refuse, à l'explication par le premier secrétaire du Parti socialiste des problèmes du Parti communiste. Mais enfin, puisque vous me posez la question, je vous réponds, mais rapidement. Parce que j'aimerais mieux qu'on parle de ce dont j'ai la charge et la responsabilité. Le Parti socialiste est le défenseur des libertés, je vous le disais il y a un moment, nul n'en doute en France. C'est ce qui fait, je crois, le privilège du Parti socialiste, c'est qu'il n'y a pas un Français qui doute un instant que le Parti socialiste identifie sa cause à celle des libertés publiques, individuelles et collectives. Comment imaginer que le Parti socialiste serait allié au Parti communiste s'il n'avait pas, sur ce plan-là, toutes les garanties politiques que suppose d'abord le programme commun, l'affirmation 100 fois répétée devant l'opinion publique des engagements que nous prenons, et aussi l'étude lucide de l'évolution du Parti communiste lui-même. Vous me parlez de la Russie soviétique. Le problème de Soljenitsyne et de Sakharov, ou tout au moins le problème posé par eux, c'est un problème qui n'a pas empêché M. Pompidou d'entretenir des relations cordiales, et il a bien raison, avec l'Union soviétique. Le problème est de savoir si le mode de vie intérieur au niveau de la politique de la Russie pourrait être exportable en France. Qui peut le penser? En tout cas, s'il s'agit de dire que des hommes politiques ou des écrivains doivent disposer du pouvoir et du droit de la création et de l'expression et de l'information et de la critique, je n'ai pas besoin d'insister davantage. Le Parti socialiste n'accepterait de s'entendre avec aucun parti qui n'accepterait carrément, franchement et définitivement ce droit fondamental. Là est ma réponse. Si j'en doutais, eh bien, je préciserai mon point de vue. Les sondages d'opinion, depuis quelques semaines, vous placent en tête des hommes politiques de l'opposition. Est-ce que cette situation vous fait vous considérer comme un candidat virtuel à l'élection présidentielle de 1976? Je me permets de vous dire une fois de plus que c'est une question un peu usée à Paris, parce qu'on n'arrête pas de me poser la question. Moi, je n'ai pas demandé aux instituts de sondage qu'ils me placent parmi les hommes politiques soumis à cette sorte de perpétuel pari mutuel. Ils mettent mon nom parce qu'ils le veulent bien.
sans doute parce que, m'identifiant à la fonction de premier secrétariat d'un grand parti français, ils ont jugé bon de m'y placer. Mais je n'ai rien demandé. Ce n'est pas demander aux Français de m'apporter leur suffrage sur ce plan, de mois en mois. Et s'ils ont bien voulu me placer largement en tête des hommes politiques de la gauche, et le deuxième au total, derrière M. Giscard d'Estaing, cela est un fait. La conclusion présidentielle, pour l'instant, m'intéresse peu. Voyez-vous, un homme politique a toujours, je crois, enfin, doit tendre à justifier ses choix, sa vie. Vous savez, quand on s'engage dans ce combat assez jeune, et puis que l'on vieillit, puis c'est mon cas, cela fait maintenant 26 ou 27 ans que je suis au Parlement, et il y a une sorte de grand besoin de justifier son engagement politique. Et pour moi, la justification de mon engagement politique, c'est de permettre au socialisme de l'emporter sur les thèmes qui me sont les plus chers, c'est-à-dire l'identification que nous avons évoquée tout à l'heure du socialisme et de la liberté. Mais vous savez très si bien j'y parviens, il faut pour cela un instrument. Cet instrument, c'est le Parti socialiste. Nous sommes à la veille d'y réussir. Je crois, personnellement, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure à un autre journaliste suisse, je crois qu'en 1978, la gauche française doit l'emporter. Voilà l'objectif. 1978. 1976, alors, 2 ans plus tôt, c'est l'élection présidentielle. Alors là, il y a un problème d'homme, un problème de situation que je ne peux imaginer. Quelle sera la tactique de la droite? Quels seront les moyens mis par le pouvoir? Quel sera le degré de division ou d'union de cette droite? Tous ces éléments, ils seront analysés par le Parti socialiste. J'ai toujours dit que, pour ce qui me concerne, je me gardais de tout pronostic, de toute affirmation et de toute candidature avant que cet examen soit fait. Vous venez de parler de l'avenir et du programme que vous fixez au Parti socialiste en France. Mais est-ce que le socialisme a un avenir en France? Parce que si l'on considère finalement l'échec de M. Wilson en Grande-Bretagne, l'échec ou le semi-échec récent de M. Palme en Suède et le désenchantement constant vis-à-vis du chancelier Brandt, 3 hommes d'État socialistes... C'est vous qui dites ça, c'est vous qui dites ça. Pose la question, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas dit, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du retour au pouvoir du Parti socialiste norvégien? Vous n'avez pas posé cette question-là. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas dit, malgré tout, tiens, les Danois, ils sont au pouvoir, les socialistes? On n'avait pas dit ça. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas dit, tiens, mais en Autriche, c'est un chancelier socialiste? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas dit, tiens, mais au cours de ces derniers mois, en Hollande, c'est les socialistes qui ont pris le pouvoir? Pourquoi on n'avait pas dit, tiens, en Belgique, c'est au cours de ces dernières semaines? Non, ces derniers mois, c'est les socialistes qui ont pris le pouvoir. Vous auriez pu me le dire aussi. Tiens, en Irlande, les socialistes viennent de participer à la coalition victorieuse. Vous me dites le contraire. Vous dites les difficultés de Brandt. Vous savez, les positions de Brandt sur le plan de la politique extérieure, quand on est allemand, sont des positions drôlement courageuses qui sont à l'honneur du socialisme. Et si l'on peut lui reprocher la timidité quant à la réforme des structures économiques de l'Allemagne, ce que j'aurais tendance à faire personnellement, je lui fais confiance. J'espère que le temps viendra et que le temps est venu et que dans l'ordre des facteurs, maintenant, il en arrive là, j'espère. Bon, dites l'échec de Wilson. Êtes-vous bien sûr que Wilson ne sera pas au pouvoir d'ici 18 mois? Vous dites l'échec suédois. Il est encore au pouvoir, Olof Palme. De justesse. Et de justesse, vous savez, vous connaissez beaucoup de gouvernements qui ont tenu 40 ans, peut-être en Suisse. Pour vous, le socialisme a un avenir? Le socialisme, c'est l'avenir. L'Europe qui se constitue autour de la communauté économique européenne, elle va se trouver affrontée à un problème capital, immédiat. C'est le développement formidable des sociétés multinationales. Ces sociétés multinationales échappent, par définition, le mot l'indique, désormais aux limitations des frontières. Elles dominent déjà la plupart des pays moyens. Elles vont dominer bientôt les plus grands pays, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous croyez que le besoin ne va pas être ressenti profondément de créer un pouvoir politique aussi puissant, sinon davantage? Donc la nécessité de l'Europe, elle est là. Mais est-ce que vous croyez que c'est l'Europe petitement libérale, traditionnelle et désuète qui sera capable de mener cette bataille? Le besoin du socialisme est une réalité du siècle. La différence, c'est que vous voulez mener ce combat aux côtés des communistes. La différence, c'est une différence de fait. En fait, il y a un grand nombre d'électeurs communistes en Italie et en France. Et il y en a beaucoup moins dans les pays dont nous avons parlé.
Voilà, c'est une réalité. S'il y avait 5 millions de suffrages communistes en Allemagne, que ferait le chancelier Brandt? Voilà la question que je vous pose. Que ferait M. Wilson? Que ferait M. Palmé? D'ailleurs, M. Palmé gouverne avec les suffrages communistes. Bon, donc c'est une réalité. Avons-nous le droit de diviser les travailleurs alors que ceux qui gouvernent, ce sont des représentants du grand capitalisme? Voilà la question que moi je pose. Et comme je réponds, nous n'avons pas ce droit, eh bien je passe les alliances politiques qui correspondent à l'analyse sociologique dont j'ai parlé.